Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi. Ce matin, nous allons continuer notre cours de Cyber Security Operation. Alors, nous avons débuté avec le 12 concernant l'infrastructure de sécurité du réseau. Nous avons terminé la première partie, on termine la deuxième. Aujourd'hui, nous allons continuer la troisième. On continue ici. Nous allons expliquer comment les services renforcent la sécurité du réseau. Alors, les topologies du réseau, nous avons déjà bien expliqué cette partie. Diagramme topologique, déjà fait. Le LAN 1, déjà fait. Modèle de conception de réseau à 3 couches, déjà expliqué. Architecture de sécurité commune, déjà expliqué. Alors, les périphériques de sécurité. C'est la deuxième partie aujourd'hui. La deuxième partie. Alors, nous allons expliquer cette deuxième partie en commençant par le pare-feu. 12.2.2, le pare-feu. C'est quoi un pare-feu? Un pare-feu est un système ou un groupe de systèmes. On parle de groupe de systèmes si on les met en double. Et si on met sur pied un système redondant, ben, c'est un système ou un groupe de systèmes qui impose une politique de contrôle d'accès entre les réseaux. Ce qui est important, c'est de comprendre ce mot, politique de contrôle d'accès. Et c'est l'entreprise qui définit la politique de contrôle d'accès. Qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui ne peut pas entrer, qu'est-ce qui ne peut pas sortir. C'est l'entreprise qui définit. À travers ce qu'on appelle généralement la politique. Il y a plusieurs politiques. L'entreprise veut mettre sur pied une politique de sécurité. Elle est écrite par les administrateurs. La politique de sécurité qu'on met sur pied. La politique des employés. Et la politique pour l'employeur même. L'employeur. Il y a aussi parfois la politique commerciale. Donc, tout ça défini par l'entreprise. Mais ici, la sécurité, c'est la politique de sécurité qui nous intéresse. Ce sont la sécurité. Alors, voici un pare-feu. Par exemple, on peut écrire une politique de sécurité pour dire que le protocole HTTP ne peut pas venir de l'extérieur. On peut écrire une politique pour interdire l'utilisation du protocole HTTP et utiliser uniquement HTTPS. Et même HTTPS qu'on autorise, on peut dire que le trafic va quitter de l'intérieur, c'est-à-dire du LAN, vers le WAN, et non le contraire. Le trafic va aller comme ça, quitte du réseau local vers Internet. Et que tout trafic venant de l'extérieur est refusé. Ça, tout trafic venant comme ça, tout trafic est refusé. On refuse. Même si ça est un trafic HTTPS venant de l'extérieur, on refuse. Ça, c'est un exemple politique de sécurité. Je fais ça comme ça de manière banale. Donc, en réalité, le PAF implémente la politique de sécurité définie par l'entreprise. Et c'est l'administrateur, l'ingénieur réseau en sécurité, l'ingénieur en réseau ou en sécurité qui définit généralement
cette politique selon les recommandations de l'entreprise, en se basant bien sûr sur la vision de l'entreprise, les cas des charges de l'entreprise, et tout et tout. On ne définit pas ça par hasard. Voilà. Donc, c'est ça un pare-feu. Nous avons ici un exemple d'un pare-feu Cisco qu'on appelle ASA. Le firewall dit pare-feu ASA, c'est le nom que Cisco a donné à son équipement. ASA. Bien. Alors, le pare-feu, quel est son premier avantage? Le pare-feu empêche les utilisateurs non fiables d'accéder au réseau. Par exemple, nous avons ici un hacker qui est considéré comme un utilisateur non fiable. Alors, quel qu'en soit l'outil qu'on va utiliser pour créer ce programme malveillant, aucun trafic provenant de l'extérieur, ce pare-feu-là ne pourra entrer dans le réseau. Il sera buté ici. Le pare-feu n'acceptera pas. Si par exemple déclenche un trafic HTTP infecté, ça ne peut pas entrer. Ça ne pourra pas entrer. Le pare-feu empêche l'utilisateur non fiable. Non fiable, c'est le hacker. Il est non fiable. Ceux qui sont fiables, généralement, sont à l'intérieur ou bien un responsable d'entreprise qui est autorisé de manière spécifique de l'extérieur vers l'intérieur via le VPN. Ensuite, nous avons le deuxième avantage. Le pare-feu empêche l'exploitation des failles. Si par exemple, on a fait l'erreur, on a configuré le serveur web, et que c'est un serveur HTTP qu'on a implémenté, nous savons tous que HTTP est vulnérable. HTTP est vulnérable, donc ça veut dire que dans ce système, ce serveur aura une faille. Une faille. Alors, cette faille peut être exploitée par un pare-feu, par un hacker. Alors, le pare-feu peut donc empêcher qu'un hacker lance une attaque de l'extérieur comme ça, ou aller exploiter cette faille ici. Alors, le pare-feu n'accepte pas ce trafic. Il va empêcher cela. Troisième avantage du pare-feu. Le pare-feu bloque les données malveillantes. Par exemple, ça peut être un ver ou un virus. Le virus ou le ver est un programme malveillant. C'est un programme malveillant. Alors, on dit, grâce aux signatures qui sont enregistrées dans le pare-feu peut bloquer les données malveillantes provenant des serveurs et des clients. Si le hacker veut lancer une attaque de virus, le pare-feu va empêcher cela. Ce programme malveillant ne passera pas à partir des signatures qui sont enregistrées justement dans le pare-feu. Si vous faites le cours de Network Security, vous allez bien étudier cette architecture qu'on appelle le Campus Area Network. C'est bien détaillé dans le cours de Network Security, une autre certification à part. Network Security. Ici, on ne peut pas entrer en détail en profondeur. Si après vous voulez faire le cours de Network Security, ça coûte simplement 100 000. Je peux vous créer ce cours-là. Voilà, c'est 100 000 francs. Bien. Mais le cours de Cyber Security, nous sommes en train de faire est totalement gratuit. Bien. Alors, nous avons bien compris quel est le rôle du pare-feu et sa position. Généralement, on le positionne toujours après le routeur qui va gérer le VPN. S'il n'y a pas de VPN, les entreprises qui préfèrent parfois
n'est pas placé en hauteur ici, et de placer directement un pare-feu ici, et lui donner aussi l'ordre de VPN. Donc, ça dépend des entreprises. Certains préfèrent ne pas placer en hauteur, mais on place directement le pare-feu. C'est-à-dire que Internet tombe directement sur un pare-feu. Ça, il tombe directement sur un pare-feu. Et ce pare-feu va jouer deux rôles. Il va filtrer le trafic, il fait le filtrage, le filtre, en même temps, pour assurer le VPN. C'est aussi faisable. Et derrière ce pare-feu, maintenant, on peut placer un IPS. L'IPS qui est placé derrière, c'est au cas où le pare-feu n'arrive pas à bloquer certains programmes malveillants. Ils ne pourront pas traverser l'IPS. L'IPS est un peu puissant que le pare-feu. Très, très puissant. Donc, si un programme malveillant traverse le pare-feu, l'IPS aussi, qui est un programme de prévention d'intrusion, IPS, qui a pour faire la prévention des intrusions, ne peut pas accepter que l'intrusion passe. Ça ne passera pas. Donc, c'est le dernier rempart, la dernière barrière. Alors, nous allons maintenant nous concentrer sur la description des types de pare-feu. Donc, on veut la position d'un pare-feu. Il y en a plusieurs types. Il existe plusieurs types de pare-feu. Et le modèle aussi c'est d'exemple pour mieux comprendre le fonctionnement des pare-feux. Il y a un pare-feu qu'on appelle le pare-feu de filtrage de paquets. Un pare-feu qui filtre les paquets. Les pare-feux de filtrage de paquets font généralement partie d'un pare-feu de hauteur. Donc, le pare-feu qui est intégré dans un routeur, on appelle pare-feu de filtrage de paquets. Le pare-feu qui est intégré dans un routeur est considéré comme le pare-feu de filtrage de paquets. Alors, qui autorise ou interdit le trafic en fonction des informations des couches 3 et couche 4. C'est un exemple. Nous avons là un pare-feu de filtrer le paquet avec des règles que nous avons définies. Pour implémenter ces règles dans ce pare-feu. Première règle, on dit autorise le réseau 192.168.10.0/24. C'est la première règle qu'on a écrite à pare-feu. Donc, ça, c'est l'adresse IP. Ça, c'est pour autoriser un protocole IP V4. IPv4. Donc, on dit qui autorise ou interdit le trafic en fonction des informations de couche 3. IPv4, c'est la couche 3. La couche 3. On sent sur la couche 3. Alors, on dit autorise le trafic HTTPS. Le slash 2, c'est HTTPS. Alors, là, c'est la couche. On fait référence à la couche 4 qui va identifier, qui va travailler à la couche 7 en identifiant le mot de port. Parce que là, on sait que la couche 4, HTTPS fonctionne avec TCP. Et TCP fonctionne, voilà. Et TCP va identifier HTTPS, le numéro 443. Voilà. Ça, c'est la couche 4. Couche 4. Refuse tout le reste. Deny all. Donc, voilà les trois règles que nous avons configurées. Donc, on autorise ce réseau et HTTPS. Le reste est refusé. Par exemple, le reste fait, on peut citer HTTP fait partie du reste. Le DNS fait partie du reste. Ainsi de suite. Donc, tous ceux qui ne sont pas autorisés sont automatiquement refusés. Alors, voilà comment un trafic arrive. Voici 104.168.1.10. C'est la 24 qui arrive donc au niveau de ce pare-feu et tombe sur cette règle. Ça, c'est dans l'équipe de couche 3. Est-ce que la règle autorise ce réseau? Non. On dit l'autoriser 192.168.10. Ici, on a 1.
Vous voyez, le pare-feu ne peut pas accepter. Ça ne passera pas. Alors, deuxième trafic qui arrive, c'est un trafic HTTPS, couche 4. Je vais expliquer pourquoi. C'est TCP qui sera dans les plans. Alors, nous avons www.cisco.com qui arrive donc là. Alors ici, on voit qu'il y a un règle qui autorise donc le trafic HTTPS. Est-ce que lui sera autorisé? Oui, il sera autorisé. Le trafic sera autorisé. HTTPS. Voilà un exemple pour bien comprendre ce qu'on appelle un pare-feu de filtrage des paquets. Je crois que là, c'est très clair pour tout le monde. Deuxième type de pare-feu maintenant, on va étudier ensemble. On peut l'appeler le pare-feu dynamique. Stateful. Bien. Les pare-feux avec état, on va appeler stateful. Avec état, on fait référence à une table d'enregistrement. Ça veut dire qu'on va enregistrer des informations. Avec état veut dire qu'il y aura une table dans laquelle nous allons enregistrer des informations sortantes. Table pour consigner, pour enregistrer des informations. Voilà. Donc, les pare-feux avec état effectuent un filtre dynamique. Filtre dynamique des paquets. Le filtre dynamique des paquets à l'ère d'information, de connexion, mise à jour dans une table d'état. Ça, on parle avec état, une table d'état. Une table qui contient l'état des informations qui sortent et qui entrent. Et en ce moment-là, on ne parle plus d'un routeur, mais d'un vrai pare-feu. Et un pare-feu physique, comme ASA. Un ASA, par exemple, est un pare-feu dynamique, un pare-feu stateful. Donc, comme ce qu'on a vu ici derrière, par exemple, ce chemin, c'est un pare-feu stateful. Celui-ci, un pare-feu stateful. Voilà, pare-feu filtrage de paquet. Alors, ce pare-feu fonctionne au niveau de la couche 3, c'est qui peut filtrer IP. Il peut filtrer le protocole TCP/UDP et l'application. Il peut filtrer jusqu'au la couche session. Couche session qui établit le dialogue. Alors, voici un exemple pour mieux comprendre. Voici un client qui déclenche une requête. On voit un paquet vers ce serveur web qui est dehors. IP source, d'abord ça, et le port source. IP destination, on avance ici. Et le trafic demandé, c'est HTTPS. Ça veut concentrer sur ce serveur web qui est plutôt un serveur HTTPS. C'est le concentrer. Alors, quand l'information arrive sur le pare-feu, il reçoit donc la requête, il examine la requête et l'enregistre maintenant dans une table d'état. C'est un petit 2, on met ça dans une table d'état. IP source est enregistré avec son numéro de port. IP destination est également enregistré avec son numéro de port dans la table d'état avant maintenant de faire sortir, troisièmement, on le transférer. Lorsqu'on enregistre, pour transférer le paquet qu'on a reçu vers le serveur qui est sur Internet. Le serveur web sur Internet reçoit donc ce paquet, lit et comprend et répond maintenant. Quatrième position, c'est la réponse. Et quand on répond, qui répond? C'est le serveur IP source devient 2.2.8, le port source devient 443. Il répond à qui? 1.1.1.5
dont le port source était 1055 qui devient le port destination. Alors, ce trafic arrive maintenant au niveau du pare-feu. Voilà. Le pare-feu va faire une vérification au niveau de sa table. Est-ce que ce trafic, nous le connaissons? Il va lire l'adresse IP source. Est-ce qu'il y a ça dans la table? Oui. Son port? Oui. Est-ce qu'il y a le IP destination? Oui. Et son port? Oui. Donc, il comprend donc que le pare-feu comprend qu'il s'agit là d'une réponse à une requête qui a été émise depuis l'intérieur. Alors, le pare-feu peut donc laisser cette réponse pénétrer dans le réseau. Oui, ici, réponse est entrante maintenant pour aller vers le PC qui avait émis la requête. On transmet maintenant. Voilà un peu comment schématiser de manière simplifiée comment fonctionne un pare-feu stateful, un pare-feu dynamique avec état. Ça, c'est un exemple. Maintenant, sinon, passons maintenant à notre pare-feu. Nous appelons maintenant le pare-feu de passerelle applicative. Quand il y a applicative, comprenez-vous, fait référence à une application. On appelle souvent le pare-feu proxy. Nous pouvons avoir un serveur sur lequel nous allons virtualiser une application qu'on appelle Cisco Hazard, qui est une application. C'est une application qu'on installe. Alors, c'est lui qu'on appelle la passerelle applicative. C'est pas passerelle. En proxy. C'est bon. Donc, une passerelle est un serveur placé entre le client, c'est le serveur en question, placé entre le client, c'est le client, et le serveur. On dit est un serveur placé entre le client qui demande un service particulier. Si le client, par exemple, déclenche dans une requête pour demander quelqu'un de PCA, pour demander un service particulier au serveur. Donc, quand sa requête arrivera sur le serveur, et le serveur rendra ce service. La requête sera enregistrée tout à l'heure dans une table d'état. C'est exactement ce qu'on avait derrière. Je ne détaille plus. On vient avoir ici pour enregistrer. Et on fait sortir la requête maintenant, comme tout à l'heure. Et le serveur rendra ce service. Le serveur rendra ce service. Il dit que le serveur va créer maintenant une réponse pour envoyer. La réponse sera créée. Alors, cette réponse va arriver sur le serveur. Le serveur, c'est un cadre. Le serveur va venir dans la table d'état pour faire la vérification. Pour vérifier. Pour vérifier. Si on veut que c'est OK, alors on transfère la réponse. Transfert la réponse. Transférer. Transfert la réponse vers écrire. Comme derrière. Nous avons vu derrière. Voilà. Donc, c'est pas très différent ce qu'on vient de voir. La seule différence, c'est que c'est le serveur qui joue ici. Un pare-feu de passerelle d'application filtre les informations au niveau des couches 3. Donc, ça veut finir les informations de IP. Ça veut filtrer l'information de la couche transport, l'information de la couche session et surtout les informations de la couche application. Donc, c'est un peu plus élevé que le pare-feu stateful.
Parfois, stateful s'arrête ici. Stateful s'arrête là. Mais la particularité de la passerelle applicative, elle monte jusqu'au numéro 7. Alors que ici derrière, on s'arrêtait au niveau de la couche 5. Mais avec applicatif, on parlait jusqu'à la couche 7. Alors, le dernier pare-feu qu'on va étudier, c'est le pare-feu le plus récent. On l'appelle le pare-feu de nouvelle génération. Ça, c'est vraiment le pare-feu de la nouvelle génération. Ça a moins de 10 ans d'âge. Donc, c'est à partir de 2015 qu'on a commencé à parler des pare-feux de nouvelle génération chez Cisco. Donc, ici, c'est comme ça les pare-feux de nouvelle génération, abrégé New Generation Firewall. Voilà, Firewall va au-delà des pare-feux avec état. Le pare-feu avec état, n'oubliez pas, filtrer les couches 3, 4 et 5. Alors, quand on dit que le pare-feu avec une végétation va au-delà, ça veut dire que ça dépasse la couche 4, ça filtre sur la couche 7, au-delà. Au-delà, ça va au-delà de ceci. Au-delà, ça veut dire au-dessus d'un pare-feu avec état. Donc, ça dépasse les fonctions d'un pare-feu avec état. Donc, ça veut dire que ça peut filtrer jusqu'au la couche 7. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est à peu près comme un pare-feu de passerelle qu'on vient de voir. En fournissant d'autres fonctions que ceci n'ouvre pas. Avec un pare-feu stateful, la fonction de prévention des intrusions n'existe pas. Or, dans les pare-feux qu'on appelle New Generation Firewall, qu'on trouve en image là, c'est le pare-feu de nouvelle génération, vous voyez ici en image. Tous ces pare-feux intègrent d'abord les pare-feux stateful, intègrent toutes les fonctions des pare-feux stateful, intègrent toutes les fonctions des pare-feux stateful. Et maintenant, c'est une nouvelle fonctionnalité qui n'existe pas derrière. Par exemple, l'IPS est intégré. Elle n'existe pas derrière. Mais dans le pare-feu New Generation Firewall, dans ces pare-feux, ça peut offrir des fonctions de base d'intrusion, prévention des intrusions, comme en IPS. Ça intègre également une deuxième fonction qu'on appelle la reconnaissance et le contrôle des applications pour détecter et bloquer celles qui représentent un danger, un risque. Alors, on a intégré aussi une fonction qu'on appelle AVC, Application Visibility Control, reconnaissance des applications. C'est-à-dire, cette fonction peut filtrer plus de 1000 applications. Plus de 1000 applications par seconde. Et ça peut filtrer plus de 1000 applications. Donc, si une application, par exemple, comme HTTP, n'est pas autorisée, alors la fonction AVC peut détecter cette application et bloquer automatiquement. Donc, AVC est capable de détecter HTTP qui n'est pas autorisé et bloquer l'entrée ou la sortie de ce protocole. Cette fonction est intégrée dans le New Generation Firewall. Et la troisième fonction, qu'on peut avoir aussi, ici, pardon, j'ai oublié de citer d'autres fonctions. Il y a aussi la fonction AMP qui est intégrée. Anti-malware, c'est intégré dans ce programme, c'est intégré à l'intérieur. Il y a aussi la fonction WSA et ESA intégrée à l'intérieur. Donc, AMP, anti-malware, et WSA, ESA, web email. Alors, le AMP est une fonction qui bloque tout ce qui est comme programme malveillant. Virus, vers chevaux de toit. Virus, vers chevaux de toit, rançongiciel, tout ça. Rançongiciel.
c'est bloqué. Les hardware, tout ça, tout ce qui est programme malveillant, bloqué automatiquement par AMP. C'est comme un antivirus qui est intégré dans le pare-feu. Il y a ce qu'on appelle WSA et USA, qu'on verra plus tard. Son rôle, c'est de filtrer tout ce qui est web, tout ce qui est trafic web malveillant ne passe pas. Avec le WSA, le web malveillant ne passe pas. Malveillant ne passera pas. Et maintenant, avec la fonction ESA, Email Security Appliance, filtre tout ce qui est email malveillant. Tout ce qui est email malveillant ne passe pas. Même le spam ne passe pas. Email malveillant ne passe pas. Ne passera pas. Voilà les nouvelles fonctionnalités qui existent dans le New Generation Firewall. Et c'est ça qu'on retrouve régulièrement sur FortiGate. Donc, ces fonctions-là, on retrouve ça dans Forti. Vous pouvez pas faire FortiGate, vous aurez l'information. Normalement, quelqu'un qui est ingénieur Cisco n'a pas besoin d'implémenter un FortiGate. Il peut implémenter tout simplement un hasard Firepower. On les appelle les Cisco Firepower. Cisco Firepower. Firepower. Alors, bien, pour ne pas survoler ce qui suit, on va continuer prochainement. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce qui vient là, il faut aussi du temps pour bien expliquer. Et on va rendre au travail déjà, donc que j'arrête d'abord aujourd'hui. Donc demain, nous allons continuer avec la suite. Demain. Ok, bye bye. Est-ce qu'on peut forcer pour terminer ça? Attendez, voilà. Combien de pages? 3 pages. Bon, terminons une fois, hein. On va terminer. On va terminer. Périphérique de prévention et détection des intrusions. Quels sont les deux périphériques de prévention et de détection des intrusions? Nous l'avons eu. Le premier périphérique s'appelle IPS. Cisco IPS, Intrusion Prevention System, a pour rôle de détecter et prévenir les risques potentiels de sécurité et alerter et arrêter le trafic dangereux. Ça, c'est le plus important. Avec un Cisco IPS, comme en image, voici l'image d'un Cisco IPS. Vous voyez là. C'est un équipement qui existe. Son rôle, c'est de détecter un risque. Si par exemple, le protocole HTTP présente un risque, une vulnérabilité, lorsqu'il va arriver sur l'IPS, l'IP va détecter que ce protocole est vulnérable. Donc, ça présente un risque potentiel. Puisque la vulnérabilité, c'est un risque potentiel. Et on va détecter cela. On va bloquer, ça on l'a dit arrêter. Et on ne va pas s'arrêter là. Et on va informer l'administrateur. Et on va envoyer un message pour informer l'administrateur qu'on a détecté un programme malveillant, une application malveillante, on l'a bloqué. L'administrateur sera informé. Voilà. Par exemple, pour acheter le Cisco IPS 4240, c'est un exemple. Il y en a plusieurs modèles. Il y a aussi ce qu'on appelle le système de détection d'intrusion, Intrusion Detection System, qu'on appelle IDS, qui existe aussi. C'est ça, c'est un équipement qui existe. C'est pas la fiction, c'est un périphérique qui existe. Ou IBS écrit là, Cisco Secure IDS. Donc, ceux qui pensent parfois que ça n'existe pas, là, ça existe. Par exemple, le modèle 4210,
Intrusion Detection System, 5 sorts. Son rôle aussi, c'est de détecter les risques potentiels, exactement comme l'IPS, sécurité, et alerter et aussi arrêter. Mais la différence, c'est que lui ne fait pas la prévention. Lui fait la prévention. C'est-à-dire, on implémente toutes les mesures, les solutions pour que ça n'arrive plus. On prévient, on prend toutes les mesures nécessaires pour que ce risque-là ne se produise plus. Alors qu'avec l'IDS, c'est un peu différent. L'IDS détecte, mais ne prévient pas. C'est l'IPS qui détecte et prévient. C'est la grande différence entre les deux. Voici par exemple un modèle de IPS, de IDS, qui est un peu comme un serveur. Hein. Vous voyez bien comment c'est costaud. C'est pas un petit équipement, c'est comme un serveur. C'est bien costaud. Donc voilà deux équipements, des périphériques de prévention et de détection des intrusions. Et ils sont incontournables, incontournables pour sécurité. Ils font partie des périphériques de sécurité les plus évolués, surtout l'IPS. C'est pour cela que vous avez remarqué que l'IPS est positionné ici comme un système de détection et de prévention. Alors, il y a deux types d'IPS. Il existe deux types d'IPS. Nous avons euh, les IPS basés sur l'OT, qui sont parfois intégrés dans l'application AMP. AMP, version cliente, la version cliente intègre ce qu'on appelle l'IPS d'OT, le HIPS. HIPS. HIPS qui vient de Host IPS. Un IPS installé sur un ordinateur. Donc le HIPS est un logiciel installé sur un hôte. Je sais ce que généralement, c'est le logiciel AMP, qui est un anti-malware qui intègre cette fonction IPS automatiquement. C'est intégré à l'intérieur. Donc, il y a deux types de pare-feu de IPS. IPS basé sur l'ordinateur, c'est-à-dire qu'on installe sur l'ordinateur, est un logiciel installé sur un hôte pour surveiller et analyser toute activité suspecte. Comme ici, tous ces hôtes sur le réseau, on peut installer un AMP qui intègre l'IPS basé sur l'autre qu'on appelle le HIPS. Le HIPS. Alors, avec ça, tout ce qui est comme programme malveillant suspect sera suivi au niveau des autres. On va les détecter, on va les analyser et on va les neutraliser. Ouais, donc, là, ça renforce la sécurité des autres. Vous êtes sûr que vos autres sont sécurisés. Sécurisés. Je vous rappelle que ça, c'est une architecture que l'on déploie en entreprise. Hein, ce que vous voyez là. Quand vous m'appelez pour déployer une architecture de sécurité de premier niveau, c'est ça que je vais déployer. C'est ça que j'ai là gagné plusieurs marchés avec l'architecture que vous voyez là. J'ai placé mon pare-feu, j'ai implémenté un VPN dessus, j'ai implémenté le ASA derrière, j'ai implémenté l'IPS là derrière et toutes les autres sécurités qu'il faut. Mais c'est le cours de Network Security qui m'a permis de faire cela. Le cours de Network Security m'a permis Network Security. Si on n'a pas fait Network Security, on ne peut pas implémenter ça. Et pas seulement Network Security, mais mon cours de CCMP Security m'a aussi aidé. CCMP Security. Beaucoup plus CCMP Security. Network Security est limité pour implémenter tout ceci. Mais si vous lisez tout le cours de CCMP Security, je pense qu'il y en a 7 certifications à ce niveau-là. Vous allez vous en sortir tranquillement. Parce que même l'IPS là, est une certification. Le PAF est une certification. VPN est une certification dans le cours de CCMP Security. Donc, vous allez vous en sortir tranquillement. Même le ESA là, c'est une certification. Pour le CCMP Security. Vous voyez? Donc, voilà. Le deuxième, maintenant, on l'appelle l'IPS lui-même, qui n'est pas basé, qui n'est pas installé sur un ordinateur, mais qui est positionné quelque part là. Donc, voici. L'IPS en réseau détecte en temps réel. Vous voyez, si un programme malveillant quitte là, il vient là. S'il traverse le pare-feu directement, on va détecter en temps réel ici. Il fait la détection en temps réel.
détecte en temps réel. Détecte en temps réel. Voilà. Donc, on détecte en temps réel toute activité malveillante et non autorisée. Ça peut être une activité malveillante, c'est-à-dire un verre. Ça peut être l'application non autorisée comme HTTP, par exemple. Voilà. Alors, nous allons clôturer avec les appareils de sécurité spécifiques. Si vous avez implémenté un pare-feu, un VPN, là, c'est très intéressant. Si vous avez implémenté le pare-feu, on va renforcer la sécurité, ça c'est la deuxième couche. Si vous mettez ça, ça fait la troisième couche de sécurité implémentée. La quatrième couche indispensable, c'est cet appareil qu'on appelle le ESA, WSA, qui est très intéressant aussi, qui s'occupe d'un type de trafic comme le web. Alors, le AMP, on a parlé de ça. AMP, on appelle Cisco Advanced Malware Protection, AMP, Cisco Malware Protection. AMP fournit aux entreprises une protection complète. Vraiment, elle offre une protection vraiment complète pour les autres. Quand vous installez AMP au niveau des ordinateurs, vraiment dormez tranquille. Protection complète contre les logiciels malveillants. Tout ce qui est logiciel malveillant ne passera pas. Donc, nous n'avons pas de protection complète parce qu'avant, on peut détecter, pendant, on peut détecter le malware, et même après, on peut détecter ce malware qui veut mener une attaque. Donc, ça, on peut des cycles complets. Avant, pendant, après. Donc, même si l'attaque a réussi, le AMP est capable de retracer et de prendre les dispositions pour que ça ne se répète plus. Nous avons le Cisco Web Security Appliance, qu'on appelle le WSA, Web Security Appliance. Protège le réseau en bloquant automatiquement les sites à risque. Donc, tout ce qui est comme les sites web malveillants, cet appareil, ça a son rôle. Voilà. On a le modèle, par exemple, de Web Security Appliance S690, ça existe. C'est comme un serveur aussi, hein. Ça, vous voyez là devant vous. Il filtre tout ce qui est trafic malveillant lié au site web. Aucun site web malveillant ne passera pour entrer dans le réseau. Donc, ça permet de protéger ce serveur qui est ici. Et ça protège le serveur web qui est là. Donc, le WSA protège le réseau en bloquant automatiquement les sites à risque et les sites inconnus. Donc, les sites malveillants inconnus, tout ça est bloqué. Donc, grâce à WSA, je peux configurer les sites qui sont autorisés ici et les sites non autorisés. Les sites autorisés peuvent sortir, non autorisés ne sortent pas. Il est bloqué automatiquement. Donc, avec ça, on peut créer des sites autorisés, des sites qui sont permis, les sites autorisés, des sites deny. Ce qu'on deny, on refuse. Et le dernier appareil maintenant, c'est le ESA. ESA, on appelle le Cisco Email Security Appliance. Par exemple, le modèle C370. C370 existe, ça existe. Donc, c'est ça ici, ESA. Son rôle maintenant, c'est quoi? Le Cisco Email Security Appliance, ESA atténue les menaces basées sur le courrier électronique. Tout ce qui est comme programme malveillant, tout ce qui est comme attaque liée au mail, c'est voilà de mettre. Toutes les attaques mail ne passent pas. Elles ne passeront pas, les attaques mail. Alors, ça permet donc d'éliminer les spams et tout ce qui n'est pas correct.
trafique tout seul. Donc voilà, mes chers amis, une bonne architecture réseau. Si vous êtes analyste en cybersécurité, on vous demande quelle architecture réseau qu'on peut proposer pour essayer de neutraliser au moins 80% le trafic malveillant, proposer l'architecture campus area network. Et si vous ne savez pas implémenter, vous pouvez m'appeler. Si vous avez des millions, bien sûr, parce que ça coûte cher. Ouais, on va sécuriser tout le réseau. Ouais, voyez même les switches là, je vais implémenter la sécurité au niveau des switches. Et même le serveur d'authentification qui est ici sera configuré pour authentifier les utilisateurs. Vous voyez que tout est sécurisé. Personne n'est négligé. Le dossier est sécurisé. Même ça, le serveur DHCP sera sécurisé parce que va implémenter le DHCP snooping au niveau des commutateurs. Donc vraiment, il n'y a aucun compartiment qu'on a négligé. Tout est sécurisé. Même ce switch qui est ici est sécurisé. Ça vous a ouvert le cadenas là. C'est pour dire que c'est sécurisé. Il y a au moins cette fonctionnalité qu'on peut implémenter là pour security, DHCP snooping, STP, il y a beaucoup de choses. IP Sword, il y a beaucoup de choses qu'on peut implémenter. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour la deuxième partie. Demain, nous allons clôturer la troisième, les services de sécurité. Mais cette architecture, vraiment, est ça en tête. Très, très bonne architecture. Très, très bonne architecture pour la sécurité. Si vous voulez vraiment sécuriser une entreprise, au moins à 80-90% fiable, implémenter ceci. Mais si vous remarquez très bien, on ne parle pas de FortiGate ici. Tout est Cisco. Et en sécurité, justement, vous devez avoir une plateforme uniforme, vous devez avoir le même fournisseur. Quand vous mélangez FortiGate, Cisco, Palo Alto dans une même structure, alors la structure devient une structure hybride et ça devient une structure fragile. Puisque la sécurité sur FortiGate et chez Cisco, on peut avoir des risques d'incompatibilité à certains niveaux. Et les hackers doivent profiter des failles laissées par FortiGate ou bien par Cisco parce que la technologie implémentée, par exemple, si je prends par exemple un FortiGate, un Forti, et je mets un équipement Cisco derrière, oui, ils n'ont pas les mêmes iOS, c'est-à-dire ils n'ont pas le même système de rotation, ils n'ont pas le même système de rotation, ils ne sont pas conçus de la même façon. Même si j'implémente un VPN ici, un VPN là, c'est toujours le VPN, mais dans le fonctionnement, on risque d'avoir une plateforme disparate. C'est-à-dire, ça va fonctionner, mais on risque d'avoir des petites failles. Parce que ce ne sont pas les mêmes systèmes de rotation qui sont implémentés dans les deux. Donc, c'est pour ça que vous avez remarqué que la plupart des architectures de Cisco utilisent que les équipements Cisco. C'est la meilleure façon de fonctionner. Si c'est FortiGate, mettez uniquement FortiGate pour mettre sur pied un système unifié, concentré et qui utilise les mêmes solutions, les mêmes systèmes d'exploitation et que la sécurité va fonctionner comme une équipe de football. Quand on prend une équipe de football, il y a 11 joueurs et chacun joue son rôle. C'est à peu près la même chose que vous voyez ici devant nous. Et ces 11 joueurs-là appartiennent au même pays. Par exemple, quand on prend les Lions du Cameroun, ce sont les Lions du Cameroun. Les 11 joueurs sont camerounais. Ils parlent la même langue, ils font les mêmes choses, ils se connaissent très bien. C'est la même chose en cybersécurité ou en sécurité. Si vous prenez une équipe où vous mettez les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Camerounais, pour former les 11 joueurs, ils ne peuvent pas tous se comprendre parce qu'ils sont des pays différents. Donc, évitez de mélanger les fournisseurs dans votre architecture. Bien, on va s'arrêter là. On se dit donc à demain. Bye bye.